Donc notre second sujet de la matinée est complètement différent puisqu'on va parler de l'adaptation de podcasts en livre, papier ou numérique, et pourquoi pas peut-être audio. Avant de vous présenter nos invités, je vais vous faire un petit topo avec quelques exemples notamment qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a plusieurs exemples de livres portés en podcast. Je pourrais vous citer certains albums de Tintin, par exemple, ou encore la saga Westerland de Marvel, mais on connaît moins l'écosystème des podcasts qui deviennent des livres. C'est le sujet auquel on va s'intéresser, bien entendu, pendant cette table ronde dédiée aux podcasts qui deviennent des livres. Et j'ai quelques exemples à vous citer au-delà de ce dont va nous parler Joël René, je vais y arriver. Donc, on a par exemple des livres qui ont été créés à partir de podcasts. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, d'Emmanuel Suarez et Amo. C'est un podcast de France Culture qui a été écouté plus d'1 million de fois et qui a été publié l'an dernier en BD chez Nathan. On a aussi l'exemple de Bookmaker, c'est une série d'interviews d'Arte qui est devenue une collection de livres. Et bien sûr, Joël va nous parler d'adaptation de podcasts faits par sa société sur le sujet. Alors, pourquoi on a un tel engouement pour le podcast? Est-ce que les podcasteurs sont devenus des auteurs ou des influenceurs capables de capter un vivier de nouveaux lecteurs? Ce sont quelques-unes des questions qu'on va se poser pendant ces 3 quarts d'heure de rencontre. Je vais juste vous donner 2 chiffres pour qu'on se rende compte de l'immensité du territoire des podcasts. En septembre 2025, donc c'est Médiamétrie, ce sont des chiffres Médiamétrie, plus de 177 millions de podcasts en français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde. La France brasse la majorité de ces écoutes avec 143 millions de podcasts écoutés. Donc clairement, évidemment, un podcast écouté peut être écouté par N personnes, mais on se rend compte que c'est un vivier qui est assez important et une tendance qui ne cesse de croître. Donc pour décrypter ce nouveau phénomène en émergence, j'accueille Sophie Abellan, qui est à côté de moi et qui est chargée de mission du livre en région Grand Est. Valentin Dedon, qui nous suit à distance depuis Angers, si je ne me trompe, qui est écrivain et poète. Et nous avons donc Joël René, qui est créateur de médias numériques et cofondateur, président de Binge Audio. Donc je vais commencer avec vous, Sophie. Vous avez un micro ici. La région Grand Est, appuyez sur le petit bouton rouge si c'est pas allumé. Voilà, c'est bon, vous pouvez parler. Donc la région Grand Est a lancé Repérage. Je crois que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept de résidence d'auteur qui est quand même très particulier? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je travaille au sein de la région dans le bâtiment qui vous accueille aujourd'hui, au sein du service livre et cinéma, ce qui n'est pas complètement anodin dans la genèse de cette action repérage, voilà, parce qu'on aime bien donner des noms à des actions et des cadres. Donc c'est une action que je coordonne, qui est fondée sur, au départ, l'adaptation classique du livre, des liens entre livre et cinéma. On a commencé à travailler pour les éditeurs, pour les former, les accompagner dans la cession de droits audiovisuels, dans le référencement de leurs livres à potentiel d'adaptation. Et puis assez vite, ça a glissé vers la question des résidences de territoire, en fait, pour une fois qu'on avait, je le dis vite, mais former les personnes à former,
pour réinventer aussi cette question de l'adaptation et des liens entre livre et cinéma, on a choisi le format des résidences de création littéraire, qui est un format connu dans le monde du livre, où l'auteur est accueilli pendant X temps sur un territoire. Il travaille 70% de son temps à la création d'une œuvre et doit dédier 30% du temps à des actions culturelles. Parce qu'il nous semblait, je le dis aussi rapidement, que l'adaptation, etc., une fois qu'on a formé les gens, on est un peu aussi dans de l'entre-soi, on redit la même chose, on fait des tables rondes sur les mêmes sujets. Bon, on a fait le tour et on a produit les ressources une bonne fois pour toutes, qu'il fallait aussi inclure la question des publics, en fait, et des lecteurs et des habitants de la région dans cette question sur les adaptations et les liens entre livre et cinéma pour continuer, voilà, à créer, à proposer du contenu inédit, en tout cas un peu dynamique. On a commencé à mettre en place une première résidence sur l'adaptation de cinéma en livre, qui s'appelle la novélisation, qui est du coup l'inverse voilà, des livres. On sait que les livres adaptés au cinéma sont très nombreux, mais voilà, il existe aussi l'inverse. C'est beaucoup plus fait par les anglo-saxons dans une démarche marketing, mais nous, on l'a mis à la sauce exception culturelle française. Voilà, c'est pas un enjeu marketing, c'est un enjeu de création littéraire pure. Pardon, c'est pas le bon mot. En tout cas, sans enjeu commercial de distributeur à côté. Et dans cette même continuité, j'y arrive, de résidence de création, puisqu'on était déjà un peu originaux en faisant du cinéma au livre, on a poursuivi en faisant du podcast en livre, dans cette volonté à la fois de continuer à faire dialoguer, et en fait, peu importe le sens, l'important c'est que ça dialogue, et aussi de créer des espaces qui incluent les habitants, le public scolaire, etc., autour de ces enjeux-là. Ça, c'était vraiment important d'avoir ce dialogue pour les publics. Oui. Ah oui, j'ai un sniper de... Pardon. C'est mieux. Donc, repérage. Donc, ça a donné... non, maintenant, il y a un chiffre. Ça vous perturbe? Maintenant, il y a un 6 au milieu du front. Ah, oui. Peut-être que c'est Joël, voilà, qui devra se... C'est mieux? J'ai rien sur... C'est non? Je m'approche. C'est bon? Non, bah c'est moi. Je peux comprendre que c'est perturbant. Vous n'avez rien écouté de ce que j'ai dit, en fait. Si. Un gros 6. Donc, repérage, oui. Ça a été donc l'aboutissement, enfin, en tous les cas, le début d'un nouveau projet autour du podcast qui pourrait devenir un livre. Comment ça se passe concrètement? Alors, on a d'abord cherché un lieu d'accueil. En fait, ça démarre par là. Chercher un lieu qui a une appétence pour en fait accueillir un auteur sur le territoire et développer les actions culturelles avec. Pour l'autre résidence dédiée à la novélisation, ça fait 3 ans qu'on le fait de la bibliothèque, la BMI d'Épinal, qui est aussi en partenariat avec le cinéma, où ça se passe vraiment très très bien et c'est très très fructueux. Et là, on a d'abord cherché un lieu, donc il se trouve que c'est beaucoup de bibliothèques qui accueillent des auteurs. Plusieurs bibliothèques du territoire se sont manifestées pour l'accueillir, parce qu'il y a également un soutien financier important de la région pour accompagner les bibliothèques. Et c'est la bibliothèque de Suippes qui a été retenue. Alors, je sais pas s'il y a grand monde qui sait où c'est Suippes dans la salle. C'est dans la Marne, à 3/4 d'heure de Reims. C'est la grande particularité d'accueillir un camp militaire. Donc c'est une ville où il y a l'armée intégrée dedans. Donc c'est pas très loin de Mourmelon-le-Grand aussi. Enfin voilà, c'est des campagnes à la fois et militaires et très rurales et très céréalières. Voilà, donc c'est voilà, il y a des enjeux. Oui. Alors c'est pas la vie est agréable, mais c'est important de préciser là où la résidence est accueillie, c'est factuel. C'est les céréales, c'est les militaires et c'est les plaines. Voilà. Après on aime ou on aime moins, quoi. Et donc la bibliothèque tout de suite a vu le potentiel, elle, d'avoir un auteur sur place, parce que en fait culturellement il y a assez peu de choses, donc il y a une nécessité pour eux d'accueillir des auteurs sur un temps long. Parce que pour vous dire un exemple, il n'y a même plus de bus en fait qui dessert Suippes et Châlons, qui est la ville la plus proche.
ça s'enclave de plus en plus, alors que c'est pas très très loin de villes moyennes ou plus grandes. Donc eux, il y avait la nécessité de faire venir un auteur et de proposer des formats pas forcément classiques, d'ateliers d'écriture, etc. Et il y a une appétence tout de suite pour les podcasts, puisqu'à côté à Sup, il y a aussi un centre, un musée très important sur la guerre 14-18, et la question du podcast est un outil qui est très utilisé pour le milieu, en milieu scolaire, pour parler des guerres, et notamment du contexte. Il y a eu des lectures de lettres de soldats, etc., mais parler de cette mémoire-là. Et donc je parle beaucoup du territoire parce que ça explique pourquoi on accueille ce format-là, ou pourquoi tout d'un coup ça résonne en fait. Et Sup s'est emparé tout de suite du projet, en voyant les liens qu'ils pouvaient faire avec les caractéristiques de leur territoire. Et ensuite, on a fait un appel à candidature d'auteurs, en partenariat avec Arte Radio, qui nous a accompagnés pour diffuser cet appel à candidature. On a eu plus de 15 dossiers déposés, ce qui est un très bon chiffre, oui, qui est beaucoup pour un appel à candidature de résidence sur quand même quelque chose d'assez pointu, d'assez niche. Et c'est Valentin qui a été retenu à l'unanimité par la bibliothèque. Là, c'est la bibliothèque qui est évidemment décisionnaire dans le choix de l'auteur à retenir. Donc Valentin, justement, vous avez été l'heureux élu pour Repérage, et pour travailler en version livre votre podcast qui s'appelle Albertine, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Albertine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire et pourquoi vous avez eu envie de passer du podcast au livre? Je précise que votre podcast est diffusé sur une radio locale. On est d'accord? Dites-nous tout. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc moi, il y a 2 ans, j'ai lancé, créé et j'anime un podcast sur Radio G. Donc c'est une radio associative à Angers, la ville où j'habite. Le podcast s'appelle Albertine. Alors moi, je fais pas du tout de la radio, je connaissais pas, je me suis lancé un petit peu là-dedans comme ça. Moi, je suis plutôt dans l'écriture, je suis auteur, poésie, etc. Mais voilà, moi, c'est plutôt lié à un sujet d'étude, un sujet qui m'intéresse, vers lequel je vais un peu inéluctablement à travers l'histoire d'une de mes grand-mères qui me fascine, qui m'obsède, qui m'intéresse, qui me rend curieux. C'est une grand-mère que j'ai pas connue, qui portait le prénom d'Albertine, évidemment. Mais voilà, je sais depuis longtemps qu'un jour, je ferai un projet d'écriture autour d'elle, autour de son histoire, autour de ma curiosité pour elle, et quelle est cette présence un peu d'une personne qu'on n'a pas connue, de la famille. Voilà, j'ai envie de réfléchir à tout ça. Mais c'est comme si dans ce processus d'aller vers elle, d'écrire vers elle, je sais depuis le début que c'est quelque chose d'assez lent, d'assez délicat. Et puis, de manière assez spontanée, j'ai eu des envies, des élans d'accompagner ce sujet par d'autres projets, d'autres espaces. Autour de ce thème-là, autour de l'héritage grand-maternel, de l'amour grand-maternel, de l'espace grand-maternel. Et parmi ces élans, il y a eu l'idée de faire une émission de radio. Alors au début, l'élan, c'était plus par rapport à son prénom. Bon voilà, c'est aussi une histoire familiale, un petit peu de non-transmission, de tabou, où le prénom de cette femme était interdit de prononcer. Donc il y a déjà eu un geste de désobéissance, d'appeler que le podcast ait pour titre son prénom. Et puis bon voilà, j'ai créé un format, le podcast porte son prénom, mais on parle pas d'elle, j'invite toujours quelqu'un, et puis pendant une demi-heure à chaque épisode, on se souvient des grands-mères de la personne invitée, on les redessine, on étudie un peu les traces. Et puis voilà, donc par rapport à moi, à cette histoire, dès que j'ai découvert l'appel à candidature de la région Grand Est, Repérage, je me suis dit c'est incroyable, c'est fait pour moi, quoi. J'ai vraiment reconnu quelque chose et j'ai trouvé ça très original. J'avais jamais vu d'appel à candidature comme ça, et vraiment je crois que j'ai fait la candidature vraiment de manière très rapide, dans un élan très spontané, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que
comme je vous ai dit, je sais depuis le début que moi, le podcast, c'est un peu un projet accompagnement, un projet pour aller vers, pour étudier ce sujet plus globalement. Et puis en même temps, voilà, quand on découvre ce genre d'opportunités, bah, ça donne aussi un petit élan pour dire, bah, voilà, c'est peut-être l'heure d'accélérer un petit peu sur cette curiosité que j'ai pour cette grand-mère, de commencer à enquêter, ce que j'ai fait depuis cet été, de recueillir des témoignages sur elle, voilà, de commencer vraiment à recueillir une matière, et puis d'avoir des espaces de résidence où on sait qu'on sera dans une opportunité de confort pour commencer une écriture, ou pour la continuer. On verra où j'en serai à ce moment-là. Et puis aussi quelque chose de très important pour moi, d'avoir aussi cet espace, comme on disait précédemment, d'avoir ce temps de médiation, d'action culturelle sur un territoire donné, et d'aller vraiment mettre ce sujet-là de l'héritage grand maternel. Moi, j'ai besoin de partager autour de ça, de recueillir des histoires, de recueillir des témoignages, d'accompagner l'étude de ma grand-mère d'autres histoires plus larges. Et voilà, on va trouver plein de petits formats sympathiques sur ce territoire, donc à Suippes en septembre et octobre prochain, pour mettre ce sujet-là grand maternel auprès du territoire, auprès de la population, et puis de créer de l'échange, de se souvenir aussi de figures féminines comme ça, nos grand-mères, etc. Parfait. Donc, votre livre, vous allez commencer l'écriture du livre, ou vous l'avez déjà débuté? Ouais, j'ai commencé, Ouais. j'ai commencé, bon, comme je vous disais, je fais beaucoup de choses autour de ce sujet-là, de cette grande thématique. J'ai aussi un projet, je collectionne beaucoup aussi les textes de la littérature autour de ce thème-là. Je vais publier en début d'année prochaine une anthologie des grands-mères dans la littérature. Voilà, j'ai besoin aussi d'aller les chercher là-bas. Et puis voilà, j'ai commencé depuis cet été j'ai passé beaucoup de temps dans le village de cette grand-mère, à recueillir des témoignages, à avoir des photos, à un peu étudier cette histoire, étudier ce personnage, et puis me questionner moi aussi sur comme je disais, sur quelle est la source de cet intérêt, pourquoi je suis guidé par elle, pourquoi elle m'intéresse. Donc oui, j'ai déjà commencé un peu ce moment-là. Cet automne aussi, je commence un peu l'écriture. Voilà, ça va être par période. Je sais que c'est un projet long et que je vais pas forcément m'y mettre et jusqu'au moment déterminé. J'y vais par période. Et puis là, je sais qu'en ce moment, je travaille dessus. Peut-être qu'en janvier, je vais basculer sur un autre projet qui m'attend. Et puis justement, je reprendrai pendant cette prochaine résidence à Suippes. Ce sera l'espace pour continuer, pour reprendre. Et j'aurai peut-être accumulé un peu plus de matière, d'informations. Voilà, c'est un sujet délicat et les choses vont venir et vont se délivrer progressivement, et pour ce projet-là, j'accepte cette lenteur, et je vais bénéficier comme ça d'espaces privilégiés aussi, comme cette résidence, pour avancer. Actuellement, Albertine, c'est combien d'épisodes, combien de temps? Donc ça, c'est une vingtaine d'épisodes. Donc c'est 30 minutes, et puis voilà, c'est un format où tout est relié un petit peu. Pour moi, tout fait sens un peu. Donc à chaque fois, je démarre à chaque épisode par la lecture d'un extrait de la littérature sur les grands-mères. J'introduis mon invité, et puis la première question, c'est toujours la même. C'est toujours: c'était quoi le prénom de tes grands-mères? On part toujours du prénom. Dans les actions culturelles que je fais auprès des populations, souvent, je commence par je propose de faire une fresque des prénoms de nos grands-mères, et puis chacun va écrire le prénom de ses grands-mères, avec ce prénom, comme l'écriture de ce prénom et du surnom aussi, comme point de départ aux souvenirs, aux conversations, aux hommages, voilà, tout ce qu'on veut. Donc voilà, on commence par les prénoms, et puis ça réveille un peu tout un espace, toute une époque, tous des souvenirs qui peuvent être doux et joyeux, qui peuvent être aussi durs. Voilà, il y a tout type de personnages, de souvenirs. C'est souvent quand même un peu doux et sympa, l'espace grand maternel, mais c'est pas une réalité. Et puis voilà, donc et puis je continue ce podcast, et puis voilà, on verra. Peut-être qu'au moment où le livre sera bien lancé, ce sera l'heure d'arrêter, parce que ça n'a pas vocation non plus à continuer éternellement.
Ok, alors Joël Ronès, donc vous êtes producteur de podcast et vous avez franchi cette étape. Vous êtes un peu un pionnier, notamment en France. Vous êtes passé à la publication de livres tirés de podcasts. Notamment, il y en a un, je crois, c'est Les couilles sur la table, qui est un très grand succès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi vous avez décidé Alors, effectivement, rappelez, Binge Audio, on est producteur et éditeur de podcasts. On est une entreprise de 12 personnes, on a maintenant une dizaine d'années. Et bien, j'en profite en préambule pour vous féliciter là pour les actions qui sont entreprises au niveau régional en faveur du podcast, parce qu'il y a peu de régions. Alors, ça reste encore, malgré tout, on est sur un média émergent, donc dans beaucoup de régions, nous, les producteurs, on essaie de travailler avec les gens en charge de la culture, de la production audiovisuelle, du livre, etc. Et souvent, c'est un peu difficile parce qu'on est encore trop jeune. Donc, on salue toutes les initiatives qu'il y a pour faire en sorte que les auteurs et les autrices et les producteurs et productrices de podcasts puissent trouver des dispositifs de soutien pour pouvoir créer. Ça, c'est important. Et par ailleurs, mon arrière-grand-père est né à Suippes et c'est le berceau de ma famille, donc j'en profite pour dire... La boucle est bouclée. Mais et on produit le podcast de référence sur les conflits armés et la guerre. Donc en fait, voilà, j'en parlerai à l'auteur s'il veut candidater. Il trouvera un milieu propice on sort d'ailleurs un livre adapté de ce podcast, peut-être ça peut servir d'entrée en matière, qui s'appelle Guerres oubliées. Donc le podcast s'appelle Le Collimateur, c'est un podcast sur les questions de défense et de conflits armés. C'est un podcast de talk, hein, donc c'est des entretiens. Il y a un peu de reportages et de documentaires, mais principalement des témoignages et des entretiens avec des spécialistes. Et effectivement, là, on est en train d'adapter notre 16 ou 17e livre de podcast. Donc le bouquin s'appelle Les Guerres oubliées, c'est sur un format, c'est avec un co-auteur, et c'est sous forme d'entretien oralité avec un apport iconographique. Alors pourquoi on est devenu... Alors je rappelle en même temps, je fais passer le message puisque on est à la région Grand Est et je pense que c'est important de le souligner. Les producteurs dont je fais partie attendent aussi du soutien dans la production. Parce que c'est super d'aider les auteurs, mais s'ils n'ont pas de producteurs pour produire leur programme, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, on est un peu limité parce que le podcast, c'est dans une zone d'ombre. Ça n'est ni de l'audiovisuel, parce qu'il n'y a pas d'image qui bouge, donc on n'a pas de CNC, on n'a pas d'aide à la production, etc. Ça n'est pas de la presse, parce que c'est pas écrit, donc on n'a pas d'aide à la presse, pas de TVA réduite, pas de crédit d'impôt. Et ça n'est pas du livre, parce qu'effectivement, on l'a dit, donc ça n'est rien. Et ça n'est pas relié à la radio. Ça n'est pas de la radio, mais la radio n'a pas... Enfin, il y a du fonds de soutien d'expression radiophonique, mais qui est destiné aux radios associatives. Mais en gros... c'est le seul secteur culturel aujourd'hui, et c'est quand même, vous l'avez rappelé, 180 millions de podcasts écoutés, c'est 44% de la population française, c'est le seul secteur culturel qui n'a aucun dispositif de soutien. Et d'ailleurs, dans le débat parlementaire aujourd'hui, on essaie de le rappeler à nos députés, mais ça, c'est un autre sujet. Je reviens à votre question. Pourquoi on s'est mis à être éditeur ? Alors d'abord parce que on avait des podcasts qui cartonnaient, donc Les couilles sur la table, vous vous souviendrez facilement de ce nom, c'est un podcast sur les masculinités qui a été créé en 2017 par Victoire Tuaillon, qui est une journaliste qui a quitté Binge Audio maintenant, mais on a édité ce podcast pendant 6 ou 7 ans. Maintenant, il existe toujours et il est repris par une journaliste qui s'appelle Naomi Titi. Combien d'écoutes ? Alors, c'est 500 000 écoutes par mois. Je ne saurais plus 150 ou 200 numéros. Enfin, et c'est un podcast bimensuel ou 3 épisodes par mois, principalement d'entretien, mais avec de temps en temps aussi un peu de reportage et de documentaire. Et ce podcast, en gros, il cartonnait. On s'est dit, on va aller voir des éditeurs pour l'adapter. Et en fait, on s'est fait claquer la porte au nez partout. On nous a dit, avec un titre pareil, ça marchera jamais, c'est trop vulgaire, etc. Alors, faut savoir que le titre, évidemment, il est choisi à dessein. Et par ailleurs, il est volontairement provocateur. Le contenu du programme, c'est un podcast sur les masculinités fait par une journaliste féministe qui est engagée, mais par contre on reçoit des intellectuels, des artistes, des penseuses, des penseurs, des universitaires, des auteurs, etc.
Bref, on va voir les éditeurs, on se prend la porte dans la gueule, on se dit bon bah à la fin on se dit bah on va le faire nous-mêmes parce qu'en fait personne ne veut le faire. Donc on a la force en tant que média d'avoir des communautés d'auditeurs et d'auditrices. Donc en fait on a fait, et c'est le système un peu particulier de Binge Audio, qui est un système qui est basé sur de la prévente. C'est-à-dire que comme on est un média, on touche des auditeurs, on a dit bah si vous voulez que le livre existe, vous écoutez le podcast, c'est gratuit. Mais ça suffit pas pour le financer. La pub, c'est une chose, mais on est dans une économie fragile, il n'y a pas de dispositif de soutien. Achetez notre livre. Préachetez-le, parce que comme ça, on pourra faire un plus beau livre. Et donc, on en a prévendu 4400. Donc, on s'est dit, bah, ça marche quand même pas mal. Sur une plateforme genre Ulule ou sur pas Ulule, du tout? ouais. Ulule, ouais. ok. Et donc, pour imaginer, 4400, c'est à peu près 110 000 euros de recettes nettes, enfin TTC. Ça veut dire que, du coup, le bouquin était amorti. Derrière, on pouvait faire un bouquin en quadrichromie avec du graphisme, des illustrations, des ressources additionnelles, une belle couverture avec un beau rabat. Et puis, on pouvait mieux rémunérer l'autrice aussi, puisqu'on doublait les droits d'auteur sur la phase de prévente, puisqu'on n'avait pas la commission de la distribution et du libraire. Et en fait, on en a tiré 6 000. On s'est dit, bah, il nous en restera un peu, qu'on filera au libraire qui le demande. Puis en fait, au bout du deuxième jour, on avait 15 demandes, on s'est dit bon ben on va trouver un diffuseur et on a été pris par Dilisco qui est une filiale d'Albin Michel et on en a retiré 4 fois 10 000, donc c'est un bouquin qu'on a vendu à 50 000 exemplaires. C'est beaucoup. C'est énorme. Il y a plein d'éditeurs en France qui aimeraient vendre 50 000 exemplaires d'un livre. Hein. Des éditeurs qui l'avaient refusé, dont un éditeur célèbre a posté un très beau message sur Facebook en disant qu'il s'était planté, mais qu'il avait heureusement il a fait plus de succès que nous par ailleurs, et heureusement qu'ils font des échecs. Et on en a eu aussi d'ailleurs, puisque dans les 15 bouquins qu'on a sortis, en gros ils sont tous vendus au-dessus de 10 000. Les couilles sur la table, c'est 50 000. On a vendu ensuite les droits poche au Seuil, qu'on a retiré 40 000. Le cœur sur la table, on a fait 6 600 préventes. Donc, du coup, c'est pareil, on en a vendu à peu près 35-40 000. Il est sorti en poche aussi. Et après, tous les livres grand format qu'on fait se vendent. Là, par exemple, le dernier, Mécanique du privilège blanc, c'est un premier tirage à 8 000 et un retirage à 3 000. Et il sera épuisé en janvier. On va probablement retirer. On s'est planté une fois sur un bouquin qui s'appelle Bienvenue au Wokistan, qui était un recueil de textes qu'on avait prévendu. Et en fait, qui est un ouvrage collectif, et les ouvrages collectifs, malheureusement, ils sont pas incarnés par un auteur ou une autrice, et la promotion est tombée un peu à plat. Et les gens avaient du mal à savoir à qui ça s'adressait, et on était un peu confiants. Et il nous en reste 6 000 en stock qu'on va devoir solder parce que voilà, ils prennent de la poussière. Donc on est devenu éditeur parce que en fait par la force des choses. Aujourd'hui, c'est à peu près 1/6 de notre chiffre d'affaires. On n'a pas de personnel permanent dédié à ça. On travaille avec des freelances. On a eu, mais on est dans une phase où on s'est un peu plus concentré sur notre cœur de métier qu'est l'audio. Et on continue, on a fait à peu près une quinzaine de livres aujourd'hui. Je vous ai parlé du dernier, mais on a aussi adapté avec d'autres éditeurs. Donc on a adapté par exemple à La recherche de Jeanne, qui est un très beau documentaire de Zazie Tavitian sur son ancêtre, son aïeul Jeanne, qui a été déporté, assassiné à Sobibor. Ça a été fait par elle-même au scénario, puis une illustratrice vraiment formidable qui s'appelle Caroline Perron. C'est Kalman Levy qui l'a édité, ils en ont vendu 7000. Et puis on a fait aussi des coéditions avec le Robert, avec First Edition, etc. Quand l'éditeur est mieux placé que nous. C'est-à-dire nous on a plutôt, on garde les programmes, les livres qui sont dans le segment un peu sciences humaines, histoire, société. Là, on sait à peu près les vendre et on a créé un canal de diffusion avec la distribution et les libraires et ça fonctionne bien. Et peut-être pour conclure là-dessus, dire aussi pourquoi, en fait, entre guillemets, c'est facile pour nous de vendre des livres, c'est que le podcast a ça en commun avec la lecture, c'est que c'est un format linéaire et que c'est un art oral mais qui s'écrit. Alors après, on peut pas faire enregistrer sous et le mettre en livre. Il faut le réécrire, il faut l'augmenter, il faut le refaire. Oui, on va en parler. C'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, et puis par ailleurs, les gens qui écoutent du podcast, qui sont des gens qui lisent ou qui vont dans les librairies. C'est notre public.
Et effectivement, c'est des canaux qui se complètent bien. Et donc, quand on fait la promotion d'un livre sur nos ondes, ça fonctionne bien de la même manière que les gens qui vont à la librairie écoutent des podcasts. Donc voilà, il y a quand même une proximité. Maintenant, je veux dire, c'est une œuvre audiovisuelle parmi d'autres, et comme on l'a rappelé en introduction, les films deviennent des BD, sont novélisés, des bouquins deviennent des films ou des pièces de théâtre. On a adapté aussi nos podcasts sur scène. Tout ça circule, les œuvres peuvent être adaptées, et effectivement, c'est notre boulot en tant que producteur-éditeur de bien gérer les droits d'adaptation, les droits de cession étrangers, parce qu'on a cédé aussi les droits des livres en Italie, en Espagne, etc. Et de faire en sorte de rémunérer correctement les auteurs et les autrices dans ce cadre-là. Parfait. Donc là, on a un petit un panorama très clair de ce qui est possible. Est-ce que vous pensez que tous les podcasts sont transposables en livre? Et oui ou non? Donc on va faire un petit tour de table. On va commencer par Sophie. Quelles seraient les différences entre la transposition d'un podcast, vous en parliez un petit peu, Joël, où on ne fait pas de l'enregistrer en livre papier, ou alors et en livre audio, pourquoi pas? Sophie. Sur la question plus générale, c'est un peu comme les livres adaptés au cinéma. En fait, il y a des livres qui ont des potentiels énormes et au cinéma, ça passe pas du tout, et des livres réputés inadaptables qui marchent très bien au cinéma. Donc tout dépend, je crois, le traitement qui en est fait, et la vision. En fait, la vision et ce que le livre peut devenir hors du podcast. En fait, c'est vraiment la naissance d'une œuvre originelle. Donc oui, de base, je pense que tous les podcasts sont adaptables. Après, monsieur rappelait aussi la question des genres, en fait, avec la question des sciences humaines, de la fiction, la littérature jeunesse. Donc il faut aussi s'interroger dans le milieu éditorial, et dans les segments éditoriaux, là où il y a des choses à creuser, où il y a des manques. C'est peut-être sur cette question des genres littéraires. Mais je pense, oui, tout est adaptable dès lors qu'on produit, on réinvente l'adaptation. Après, dans le cas de repérage, c'est le propre créateur du podcast qui va adapter sa créature et en faire une nouvelle. Donc c'est un peu différent si c'est quelqu'un d'extérieur qui se réapproprie et fait son miel avec l'œuvre d'un autre, avec évidemment sa bénédiction si on est carré juridiquement, mais en tout cas avec son intervention ou pas. Et bon nombre d'auteurs ne souhaitent pas forcément intervenir dans l'adaptation de leur livre en disant je transmets le bébé, maintenant c'est le tien, et ça va pas marcher si je m'en mêle. Valentin, est-ce que tous les podcasts sont transposables en livre selon vous, ou pas forcément? Alors là, j'aurais du mal à dire quelque chose d'intéressant et d'intelligent là-dessus, mais entendant Sophie, je pense que oui, potentiellement, il n'y a pas d'interdit de se dire non, tous les podcasts ne peuvent pas être adaptés, mais ouais, c'est vraiment du cas par cas, et puis il faut que ce soit une démarche sincère, et puis qui apporte quelque chose. Après, c'est vrai que je me mets à la place d'un auditeur, d'une auditrice attachée à un podcast. C'est génial aussi de voir aussi un objet palpable qui sort de ça et qui découle de ça et qui repense un peu la chose différemment. Voilà, ça vient nourrir aussi la thématique, la chose différemment. Donc non, pas d'interdit a priori, et chaque podcast pourrait trouver son livre, mais ça doit pas être automatique non plus, évidemment. Joël, votre avis? Alors, je vais vous donner le point de vue de nous en tant que producteurs et éditeurs. Je dirais que évidemment que nous on n'adapte pas tous les podcasts n'ont pas un potentiel d'être adaptés. Donc nous on met l'accent, enfin on sort 2 ou 3 bouquins par an maximum, donc on est un éditeur un peu atypique,
Et on va adapter les podcasts qui ont un potentiel à être adaptés, donc c'est-à-dire qui ont une audience importante. Donc ça, c'est le premier critère. Alors, en fait, qui ont une audience, ou en tout cas, alors ça peut être une audience, ça peut être un angle un peu nouveau, qui avec aussi de la matière, donc qui permet de faciliter une transposition avec un travail préalablement établi et un apport nouveau. Parce que si on arrive avec le 18e bouquin sur le même thème, on va, voilà, il faut quand même qu'il y ait ça. Mais effectivement, il y a aussi, notamment dans notre cas pour la partie socio-financement, la question de la communauté et de l'audience de l'auteur et de l'autrice, elle va compter dans une certaine mesure. C'est pas le seul critère. Voilà, il y a les deux. Il faut qu'il y ait un potentiel de trouver sa place dans une librairie. Et donc ça, c'est notre boulot d'éditeur. En plus d'éditeur de podcast où on fait ce boulot pour l'audio, bah, faut se dire, est-ce que ça va intéresser des gens et est-ce que les libraires vont le défendre et est-ce qu'on va pouvoir le prévendre. Voilà. Donc dans les projets qu'on a fait, on a fait beaucoup d'adaptations autour d'un format de société, plutôt documentaire. Pourquoi ? Parce que il y a une matière écrite et élaborée qui est un peu plus travaillée et plus adaptable. Mais les formats d'entretien peuvent donner lieu à des podcasts. Mais la règle, dans tous les cas, c'est pour que ça marche, il faut que ce soit un bon livre. C'est-à-dire qu'il y a des grandes maisons qui ont fait des adaptations de podcasts que je citerai pas, parce que c'est des concurrents et néanmoins amis, et en fait qui sont ramassés parce qu'en fait le bouquin n'était pas bien. C'est-à-dire que, mais même la radio le fait. Enfin, vous prenez Radio France Édition, ils réussissent pas à chaque fois à faire un succès avec un bouquin tiré de leurs émissions à succès, parce que souvent l'auteur et l'éditeur a été un poil nonchalant. Il a pris ses textes, il les a un peu rewrités vite fait, et puis il a mis un titre et puis c'est parti en maquette. Nous, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois se demander, enfin, faire en sorte que ça fasse un livre autonome qui soit un livre bien fait. Et on attache un soin particulier à la fabrication parce qu'on fait peu de livres et donc on les fait bien. Donc ils sont en quadrichromie avec de l'illustration, avec un travail soigné sur la langue, l'écriture, sur l'iconographie, etc. C'est-à-dire on fait des beaux objets que les gens ont envie de garder, d'acheter et d'offrir. Et c'est en ça que c'est plutôt des bouquins de fond. Et c'est un peu comme les podcasts. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une notion, ce qu'on va appeler evergreen, c'est-à-dire que ce soit pas des contenus périssables, c'est pas du flux. Donc voilà, on va plutôt privilégier ces formats-là. La longue traîne, ouais. Voilà, après, vous avez des influenceurs qui font des podcasts qui pourront en vendre 40 000 sur la foi de leur seul nom, mais s'ils font pas forcément le même métier que nous, parce que nous, on est un média, donc on a des auteurs, des autrices, des journalistes, et on a un propos qui est construit, qui est élaboré avec un savoir-faire et un savoir-faire du métier qui entoure l'auteur. Donc c'est un peu la même chose dans les livres, quoi. Il y a pas de règle, entre guillemets, on peut. C'est le marketing de l'offre. Hein. Des fois, on pense qu'on va. Je vous donnais la bienvenue au Wokistan. On s'est dit super, les textes sont géniaux, il y a plein d'auteurs connus. On fait une super couverture, il y a un titre rigolo et un peu provocateur. Bon, bah, on s'est ramassé, quoi. C'est comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, bah, ça marche pas. Alors que les couilles sur la table, on pensait en prévendre quelques milliers, et puis voilà, et plier les cartons, et ça y est, on a fait le boulot. Et effectivement, c'est un grand succès, et tant mieux. Parfait. Valentin, est-ce que vous pensez que votre création, qui est née de l'oralité au départ, hein, c'était le projet de départ, Albertine, c'est né de l'oralité puisque vous faites un podcast régulier, que pensez-vous que recherche le public du podcast, donc vos fidèles par exemple, en achetant ensuite un livre? C'est quoi leur objectif? Est-ce que la crédibilité de l'objet physique est importante ou c'est juste l'approfondissement du sujet? Mon audience, je sais pas si elle est très nombreuse déjà. En fait, j'avoue que je m'intéresse pas trop à ces questions. Je regarde pas trop. Mais même si on est toujours heureux de recevoir des commentaires et d'auditrices, d'auditeurs. Je sais pas trop. Moi, j'avoue que pour ce qui est de mon sujet, de mon cas là, de cette adaptation en l'occurrence, c'est une adaptation.
mais ça va être aussi quelque chose de très différent parce qu'au final, le livre que je prépare, que j'espère faire, que j'espère publier, il va partir du même élan, il va partir de la même source à l'intérieur de moi, mais le contenu sera complètement différent. Vous faites pas un enregistré sous, comme disait Joël tout à l'heure. Ah non, ouais, on non, est moi, ce d'accord. sera pas du tout une retranscription des épisodes, voire de partir sur le même format. Comme j'ai un peu expliqué, voilà, dans le podcast, j'ai un invité, c'est un format conversationnel, et puis on parle de ses grands-mères à cette personne, on raconte son histoire, on étudie un peu les traces de l'héritage grand-maternel, on redessine les grands-mères, voilà, les souvenirs, etc. Alors que moi, mon livre, ça va être centré sur celle qui a donné son nom au podcast, mais dont on ne parle jamais. Donc elle est là, elle est centrale, il y a son nom, le podcast porte son prénom, mais on parle jamais d'elle. C'est une ombre, c'est un fantôme, et c'est en ça que moi je vais côtoyer ce fantôme, et je l'attrape, et le livre sera fait de ça. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est un autre objet inspiré d'eux? Ouais, c'est ça. Et je pense que là, on touche à l'infinité des possibilités quand on dit une adaptation, quoi. Et c'en est une comme d'autres. Mais c'est vrai que moi, je pense que les auditeurs, j'imagine pas trop l'idée de cette base d'auditeurs et de construire quelque chose pour eux ou en lien avec eux par rapport à ce qu'ils ont aimé dans le podcast. Il n'y a pas cet enjeu-là. C'est pas que je m'intéresse pas à ceux qui écoutent ou à ceux qui lisent, pas du tout. On fait toujours quelque chose aussi pour être entendu, pour être lu, mais voilà, ce sera deux choses indépendantes avec peut-être deux publics indépendants. Peut-être que ce sera relié. J'avoue que j'ai du mal à envisager les choses sous cet angle-là, et ce sera deux choses très différentes. Mais peut-être que les auditeurs ils ont une curiosité aussi pour d'où vient ce prénom. Souvent à la fin de l'émission, les invités ils me disent mais alors pourquoi ça s'appelle comme ça, donc ça te génère quand même une curiosité, donc peut-être que c'est quand même aussi une suite et une adaptation, donc ouais. Sophie, d'après vous, est-ce que le podcast qui arrive au livre peut créer de nouveaux lecteurs, ou alors c'est un vivier qui existe déjà et que ceux qui adorent écouter des podcasts lisent de façon naturelle? Je suppose que vous avez fait peut-être des études ou mené des réflexions en interne pour essayer de voir le potentiel en fait de la transposition ou de l'adaptation d'un podcast en livre. Est-ce que ça peut créer de nouveaux viviers? Alors moi, ma réponse se situera pas du tout sur le champ comme monsieur de l'économie, en fait, de l'édition et d'un marché. Nous, on est une collectivité publique avec un regard de service public pour les habitants, que ce soit en matière de train, de lycée ou de culture. Donc, d'un vue générale, je ne suis pas certaine que ça crée de nouveaux lecteurs. Je pense qu'on s'illusionne aussi beaucoup là-dessus, mais on est aussi collectivement déprimé par les chiffres du Centre national du livre sortis chaque année sur la baisse des lecteurs, les jeunes lisent plus. Enfin voilà, un grand lecteur maintenant, c'est 10 livres par an. Donc là, on est tous on ne sait pas, ça nous semble pas énorme, 10 livres par an, ça se cale plutôt bien, mais en fait c'est un grand lecteur. Un Français sur 2 n'achète jamais de livres. Alors bon, une fois qu'on sait tout ça, c'est des réalités. Penser que des actions vont créer de nouveaux lecteurs, c'est bien, mais moi je situe pas le travail qu'on fait dans ces utopies-là en fait, parce que elles s'évaluent pas, on n'en sait rien, etc. On a fait le choix de la résidence
de manière assez, j'avais presque envie de dire, pas détendue par rapport à ces enjeux-là, mais réaliste. C'est-à-dire que pendant 2 mois, Valentin va rencontrer plein de gens, il va se passer plein de choses, des gamins vont entendre des podcasts, vont faire des ateliers d'écriture, vont sûrement relire des livres, et ça a été, en fait, et ça sera, et ça restera. Après, que ça va créer de nouveaux lecteurs. Je vous parlais de SWIP, il n'y a pas une librairie, il n'y a pas de librairie. Donc en fait, à un moment donné, il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire que demain, ça va pas, les gamins vont dire super, je vais aller en librairie indépendante, acheter un livre et découvrir les Rougon-Macquart. C'est super, mais à un moment donné, nous, on plaque des choses. On plaque à notre niveau, à notre endroit d'où on est, acheteur de livres en librairie, etc. On plaque des schémas qui n'existent peut-être plus, qui sont hyper rares. Donc moi, je me méfie vraiment de ce que nous, de notre endroit sociologiquement, vraiment, ou c'est en termes de métier, on se place pour plaquer des souhaits de réussite. On est plus modeste que ça. Moi, on est ravis, et là je parle voilà, au niveau du service, etc., de savoir que pendant 2 mois, il va se passer plein de trucs à SWIP, avec les bibliothécaires, avec les écoles. Après, c'est aussi le rôle, les moyens, surtout les moyens qu'on donne à l'école, aux bibliothèques, etc., de faire ce travail au quotidien, d'aller chercher de nouveaux lecteurs. Ce qui est sûr, et c'est pour ça qu'on a aussi réfléchi à cette résidence, c'est que le podcast est un outil utilisé vraiment par les écoles, les professeurs, les bibliothèques, pour faire parler des livres, pour faire de l'oralité, travailler du vocabulaire. Enfin voilà, il y a des déclinaisons pédagogiques hyper intéressantes sur l'usage du podcast. C'est un format hyper souple, avec un peu de formation, quelques investissements qu'on peut également soutenir. Elle s'approprie un outil, donc il y a une sorte d'autonomie aussi, et ça, enfin, il y a toujours cette, je sais pas si c'est une illusion, un vœu pieux, sûrement des deux, de se dire que si on parle du bouquin sans mettre le bouquin, il va revenir au bouquin. Voilà, il y a cette question de la circulation, en fait, et si on parle d'un podcast, si on adapte les Rougon-Macquart en podcast, est-ce qu'on lui donne pas une planche de plus d'aller lire le bouquin en librairie? Peut-être. Et ça vaut le coup de l'essayer, mais nous en service public, ce qui va se passer après la résidence, ça nous échappe, et tant mieux. Juste pour finir, par exemple, la première résidence de novélisation à Épinal, c'était l'adaptation d'un film de Wim Wenders des années 70. Niveau grand public, on n'était pas trop dans ça. Et c'est Sophie Loubière qui a écrit un texte, et on sait déjà qu'aucun éditeur va pouvoir, en fait, on le savait déjà d'avance, va pouvoir adapter son livre, parce que pour des questions juridiques, on est quasiment sûr qu'elle aura jamais tous les accords qui vont bien que l'éditeur aura les accords qui vont bien pour sortir la création. Et Dieu sait si on a envoyé des courriers en allemand et en anglais à Wim Wenders et à sa boîte de production, il a jamais répondu. Donc en fait, de fait, il n'y a pas, franchement, là, qui ne dit mot consent, ça marcherait pas, hein, on serait pas carré. Et on sait que soit un éditeur, il a un coup de cœur sur le texte de Sophie Loubière, mais bon, quel éditeur dans le contexte actuel prendrait ce risque-là de vente? Franchement, c'est un coup de poker, mais surtout, il va jamais avoir les accords qui vont bien pour que le livre sorte. Donc, à partir de là, je veux dire, tant pis, on crée un livre en moins, qui aurait fait 1000 ventes, peut-être au mieux. Pourtant, Sophie Loubière est une autrice un peu connue. Mais pendant 2 mois, des gens ont vu un film de Wim Wenders au cinéma. On a quand même rassemblé 60 personnes qui ont vu un film qui était plus diffusé. On a parlé de cinéma allemand des années 70. Elle a écrit un texte, elle a eu les conditions pour écrire ce texte. Et des gamins, pendant 2 mois, ont fait des ateliers d'écriture. Est-ce qu'on peut se dire que dans le monde actuel, ça peut suffire? J'ai une dernière question pour vous, Joël. Pourquoi vous avez choisi d'adapter en livre papier / numérique plutôt qu'en livre audio? Juste pour rebondir, je suis assez d'accord. Sur les publics, Nouveaux lecteurs. oui. Ce qui compte, c'est que les gens consomment des objets culturels en fait, je crois pas que en amenant du podcast, on amène des nouveaux lecteurs dans la librairie. Ce qui est certain, c'est que l'audio, de manière générale, je parlais du podcast et du livre audio, il y a une partie importante des gens
qui sont des lecteurs, mais il y a une partie aussi des gens qui lisent pas. C'est-à-dire, moi, je connais des autrices qu'on dit je veux que mon bouquin, qui n'était pas un podcast, soit adapté en livre audio parce que j'ai des amis qui lisent pas, et en fait c'est un moyen aussi d'avoir accès au contenu. Donc le livre audio d'ailleurs, bon, qui reste, c'est des proportions qui sont faibles mais qui progressent, et dans une population de non-lecteurs. Alors souvent c'est les grands titres populaires, c'est les choses qui sont vendues plus à Cultura qu'à Kléber, mais effectivement c'est comme ça. C'est aussi de la lecture, c'est de la littérature d'exploitation, jeunesse ou de pratique, mais en tout cas voilà, c'est quand même un marché intéressant, et moi je suis pour que plus il y ait d'offres, plus ça c'est bien. Et effectivement, il faut quand même se rappeler que la lecture, au sens des essais, de la littérature, et le podcast, de manière générale, comme les médias, sont consommés plus, enfin nous en tout cas dans nos études à nous sur Binge, c'est des gens qui sont un peu plus urbains, même si le podcast peut aller plus facilement dans tous les recoins, et on a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices en milieu rural, montagnard, à l'étranger, etc. Et en général, nous on dit, c'est des gens plus jeunes, 25-35, c'est important de le dire, parce que là, le renouvellement des publics se fait plutôt par l'âge que par lecteurs, non-lecteurs, ou milieu socio-professionnel. Et comment dirais-je, c'est un public en général éduqué. Alors, éduqué, c'est-à-dire au minimum un bac ou bac plus 2. C'est ce qu'on constate nous dans nos enquêtes, qui correspond à un public effectivement aussi de consommateurs de loisirs culturels. Voilà, au sens large, en sachant que Spotify ou Netflix c'est un loisir culturel aussi. Hein, donc c'est un grand ensemble. Voilà. Donc pour revenir à votre question. Pourquoi en livre papier plutôt qu'en livre audio? Alors, les podcasts sont déjà de l'audio, donc en fait c'est compliqué de faire du. Enfin, et puis, par ailleurs, c'est pas des produits d'édition, c'est des programmes audiovisuels, radiophoniques, qui sont distribués par flux RSS gratuitement avec de la pub. Alors il y a aussi du podcast payant, mais ça n'est pas techniquement du livre, comme du livre audio. Bon. Donc faire un livre à partir du podcast, donc ça on a fait aussi des livres qui n'étaient pas des podcasts, mais on n'a pas réadapté en livre audio nos podcasts devenus livres, parce que sinon c'est trop compliqué, on n'y comprend plus rien. Donc en fait, par exemple, Les couilles sur la table, qui est un podcast, est devenu un livre, mais n'est pas devenu un livre audio, parce que en fait, là à la fin, c'est comme quand on fait traduire par Google Translate, on ne sait plus à la fin à quoi ça ressemble. Ouais. Mais donc on a fait quelques livres audio à partir de nos essais. Voilà, c'est pas un marché, on n'est pas spécialiste de ce marché, c'est pas un marché qui nous intéresse, mais par contre, au sein du syndicat des producteurs audio dont je fais partie du bureau, il y a des producteurs de contenu podcast et livre audio, et c'est un marché complémentaire, et on le met dans la grande famille de l'audio digital, voilà. Mais effectivement, le livre audio, c'est du livre lu, hein, quand même. Voilà. Alors, maintenant que j'y pense, on a fait des versions livre audio de nos podcasts narratifs. Donc, podcasts narratifs, c'est des formats type Affaires sensibles, un peu, mais plutôt pour un public plus jeune. Et donc, on a fait des blocs de ces contenus-là qu'on a mis sur Audible en format livre audio, quoi. Mais c'était des livres audio qui ne sont pas devenus des livres et qui, par ailleurs, étaient gratuits. C'est-à-dire, les gens les achètent parce que c'est dans leur abonnement. Ils achètent quelque chose qui est gratuit, mais par contre, c'est parce que c'est dans l'interface utilisateur où ils ont leur contenu audio. Voilà. Et donc, là, on a fait du clearing de droits pour pouvoir faire deux podcasts du livre audio. C'est arrivé, on a deux épisodes. Un c'est un programme B, qui sont des histoires de criminels, des histoires d'escrocs, des choses comme ça. Et j'ai plus les références en tête. Et là, à ce moment-là, on fait un livre audio avec un numéro ISBN et tout team, TVA 55 et voilà. Mais effectivement, ça reste complémentaire. C'est pour occuper l'espace, pour pouvoir que notre marque circule, et voilà. Et pour les fous furieux qui ont vraiment, qui sont des gros consommateurs et qui ont besoin de contenu. Voilà. Pour l'instant, ça reste anecdotique dans notre modèle. Ok, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. Je pense qu'il y en aurait eu d'autres. Cécile, on a le temps pour une question ou timing? Une petite question, est-ce que quelqu'un... Oui. Merci. Bonjour.
Alors moi, ce serait plutôt une réflexion que j'aimerais avoir. Donc moi, je suis non-voyante et j'ai pu remarquer que depuis ce matin, par rapport au débat que nous avons eu, il n'y a eu aucun moment où on parlait d'inclusion. C'est vrai. Alors je veux pas tout casser, bien sûr, mais j'aurais pensé en venant ici que l'inclusion était quelque chose de primordial aussi pour pouvoir avoir accès à la culture. Moi, l'audio-description, par exemple, ou même les livres audio, c'est par ça que moi, plus ou moins, j'ai accès à la culture, en fait. Et du coup, je voulais un peu l'avis pour savoir comment les éditeurs et comment on peut dire, les producteurs et autres font, ou s'ils sont au courant de l'impact que peut avoir l'inclusion, en fait. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, bon, ça, pour ce qui est des contenus audio, donc nos programmes, alors on a une problématique d'accessibilité. Alors, on fait en sorte, enfin, paradoxalement, la question de l'accessibilité des contenus audio. Pour les non-voyants, elle est liée aussi aux métadonnées de description. Faut que ce soit bien fait, mais ça fait partie de nos savoir-faire, c'est-à-dire les données d'indexation, etc. Bon, le programme lui-même est accessible, évidemment, pour les non-voyants. Par contre, on a un sujet plutôt pour les malentendants, c'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, on n'était pas en mesure de proposer des versions, parce que au début de Binge Audio, il y a 10 ans, on a fait des tentatives de transcript, mais en fait, ça demandait un transcript, enfin, du labeur et des coûts de production qui n'étaient pas compatibles avec notre économie. Donc, on a fait, dans certains cas, par exemple, sur des podcasts filés, on a fait aussi des transcriptions en langue des signes. Donc, on avait fait des tests, mais on avait des coûts qui étaient supérieurs aux coûts de production. Parce que pour un podcast d'1 heure, vous avez besoin de 2 personnes qui signent, etc. Donc ça fait des montants qu'on n'était pas en mesure de consentir, malheureusement. Donc on a été dans une impasse jusqu'à il y a 2-3 ans, où effectivement, grâce au progrès des outils d'intelligence artificielle pour la transcription, on a des outils aujourd'hui qui permettent de générer la transcription du podcast et donc de pouvoir le rendre accessible. Et ça nous demande un travail quand même de relecture, mais maintenant les outils sont assez bons pour la reconnaissance des entités nommées, des personnes qui parlent, etc. Mais ça nous demande quand même un travail de réédition qu'on fait sur les grands podcasts les plus courants, un peu moins sur les podcasts de flux, parce qu'on reste des petites équipes, et qui rendent ces podcasts accessibles donc, et indexables. Parce que faut se rappeler que ce qui est utile pour la question de l'accessibilité ne concerne pas que les gens qui ont un handicap, ça concerne aussi les valides, et effectivement le fait d'avoir des podcasts bien décrits permet de les rendre plus facilement cherchables dans les moteurs et plus facilement assimilables. Voilà. Donc ça c'est sur la partie podcast. Et on n'en fera jamais assez, c'est comme l'accessibilité à nos locaux, à Binge Audio par exemple, on ne peut pas venir en PMR, enfin si on est PMR, parce qu'on n'est pas en mesure de s'équiper et que nos locaux sont dépourvus, et c'est un sujet qui n'est pas que lié aux médias, c'est un sujet global de la société, vous faites bien de le rappeler. Sur les livres, nos principaux livres font l'objet d'une traduction en braille, mais c'est un dispositif spécifique qui est pris en charge en fait. Pour le coup, il y a, ouais, je connais pas le dispositif, c'est notre, voilà. Et donc on leur fournit les données et ils font des éditions braille. Et c'est eux qui font le choix dans notre catalogue. Voilà, c'est ça. Et donc, dans notre catalogue, on leur fournit les données et les droits afférents pour pouvoir le rendre disponible. Voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire, moi, sur notre activité. Et bien évidemment, vous faites bien de le rappeler, parce que c'est un sujet qui s'impose à tous. Merci. On va peut-être devoir s'arrêter là pour accueillir... on remercie tous nos invités à distance et en présentiel. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre écoute. Merci, Valentin. Merci. Merci beaucoup.